Laurence Vanin, qui est philosophe, professeur à la faculté de Toulon et auteur de plusieurs ouvrages dans le cadre des Rencontres de Cannes, dont la thématique pour cette 12e édition est la confiance. Laurence Vanin, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Vous sortez tout juste d'une table ronde. Vous avez développé les 3 degrés particuliers à la relation de confiance. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Ben oui, parce que la confiance, en fait, c'est se lier avec, c'est donc être avec. Et j'ai pensé qu'il était important de considérer qu'il y avait d'abord le fait d'être lié dans la société, déjà, rien qu'avec les autres. Et ce lien avec l'autre, c'est un lien qui nous amène à nous sortir de notre individualité. Et c'est surtout un lien qui est important parce que ça permet de fédérer un peuple, d'unir la relation. Et Leibniz, qui était un philosophe, puisque ma formation est philosophique essentiellement, disait toujours que les oiseaux, s'ils veulent migrer, il faut qu'ils se ressemblent et se rassemblent pour pouvoir aller vers une destination et faire corps. Et je crois que le peuple aujourd'hui, c'est ça, c'est un ensemble d'individus épars qui peuvent se souder, se fédérer pour aller vers quelque chose. Et ça, c'est le premier degré, me semble-t-il, qui crée de la confiance, une confiance sociale, en fait, et qui permet de lier de l'intergénérationnalité, puisque quelque part, il y a du jeune, du moins jeune, du plus ancien, et puis la diversité des communautés et des hommes. Ça, c'est un premier degré, il me semble. Hein. Le deuxième, puisque vous m'interpellez sur les 3, hein, le deuxième, c'est le rapport à la confiance qu'on pourrait avoir avec l'État, et notamment ceux qui se présentent à la fonction de l'État, en tout cas pour être dans les présidents ou les présidentiables. À la classe politique à laquelle on délivre donc une confiance pour gérer la cité. Oui, parce qu'on s'en remet finalement. Le rapport de confiance, je peux faire allusion à Roosevelt qui disait « Je te donne ma confiance, mais en contrepartie, donne-moi ton courage et ton dévouement ». C'est-à-dire un courage d'aller au bout de tes convictions et de les mener, et en même temps un dévouement pour ton peuple. C'est-à-dire c'est la res publica, la chose publique. L'homme politique, c'est pas pour lui-même, normalement pour son ego, c'est pour l'entité dont il a la charge, comme un homme de confiance qui doit générer son peuple et gérer son peuple pour que tout aille bien. Mais si on reste un peu si vous le permettez, sur ce deuxième degré de la confiance envers, par exemple, les élus, on a le sentiment qu'on parle davantage aujourd'hui de défiance, voire même de méfiance, et que la confiance disparaît de plus en plus. Oui, parce qu'en fin de compte, on a un souci entre le citoyen qui est investi de sa fonction et qui est dans une citoyenneté participative, qui lui espère en un politique qui présente un programme et qui puisse être en adéquation avec son programme. Or, aujourd'hui, on a un conflit entre l'ego du politique qui veut être élu pour être élu et qui serait capable de tellement de compromissions qu'à la limite on ne sait même plus où est la droite et la gauche, ni même quel est le programme affiché. Et puis il y a aussi les corruptions, la possibilité de certaines casseroles qui peuvent être dérangeantes et qui, à un moment donné, peuvent aussi troubler l'ordre du public, c'est-à-dire de ce peuple, qui se dit donner ma confiance à quelqu'un qui finalement n'est pas très estimable ou pourrait avoir quelques embarras. Dans l'abus de confiance. Voilà. Donc il y a ce deuxième degré. Et le troisième, puisqu'on m'interrogeait sur les 3, c'est l'idée qu'on a une double citoyenneté. On est citoyen de France et citoyen européen. Et cette Europe aujourd'hui se délite. Les Anglais qui s'en vont, la dictature de l'argent qui a posé problème notamment avec la civilisation grecque et puis bien d'autres. Le peuple grec souffre, mais on sait qu'il y a des cahiers des charges tellement importants. Même en France, on souffre de certains programmes d'austérité européens. Mais comment se fait-il, que l'Europe, qui a été quand même finalement le socle de la confiance et de la paix depuis donc la tragédie de la Seconde Guerre mondiale, devienne aujourd'hui l'objet de la défiance et du rejet finalement des élites politiques? Parce qu'au départ, l'Europe a été construite sur une base. La première, ça a été une base de sécurité publique par rapport aux 2 guerres mondiales. On ne voulait plus de ça sur notre sol européen. Et c'est vrai qu'on ne l'a plus sur le sol européen, mais malheureusement, le drame se joue ailleurs. Les enjeux sont les mêmes, la géopolitique se joue sur d'autres terrains, mais ce sont les mêmes puissances qui sont en compétition et en rivalité, avec quelques hypocrisies, il faut quand même le dire. Et deuxième point, c'était l'Europe sécuritaire, une Europe forte financièrement, face à la Chine et face bien sûr aux enjeux de la mondialisation. Et on se rend compte que malheureusement aujourd'hui, l'Europe est en perte de vitesse, elle est devenue économique plus que politique. Il n'y a pas de politique, on n'a pas forcément on n'a pas fédéré une Europe avec une puissance politique où les banques auraient été en horizon philosophique. Il n'y a pas d'horizon philosophique ni d'horizon politique. À mon avis, il y a une structure de base qui est une structure économique, économiste, de rentabilité, d'argent, de négociation avec la mondialisation, alors qu'aujourd'hui, les peuples en souffrance, ce sont des peuples qui veulent voir au coin de leur rue, dans leur quartier, dans une, comme on dit en économie, c'est le global contre le local. Localement, il y a des initiatives, vous le savez, hein, c'est un peu votre fer de lance. Globalement, il y a des hommes riches de ce qu'ils sont, de leur diversité,
Et c'est important. D'ailleurs, les citoyens font davantage confiance finalement aux politiques locaux, les gens, les conseillers municipaux, les conseillers régionaux, et moins aux politiques qui interviennent dans les gouvernements ou qui sont au niveau national. Mais la confiance, c'est aussi d'abord la confiance en soi pour la donner à autrui. Est-ce que vous pensez que là, il y a aussi un travail, notamment, vous parlez tout à l'heure de l'intergénérationnel, est-ce qu'il y a là aussi un travail à faire entre les générations d'aujourd'hui et les générations qui viennent? Quels seraient les outils justement pour reconstruire cette confiance? Parce qu'au fond, la confiance, c'est aussi une construction. Bien sûr. Alors il y a quelque chose d'important, c'est que dans l'Antiquité grecque, on savait que le citoyen, on opérait pour sa cité. Donc c'était en local. Donc c'est vrai, vous le dites bien, les élus locaux aujourd'hui ont une fonction et ils doivent être proches de leurs administrés. Et les administrés doivent s'investir pour faire bouger localement, puis après à échelle plus grande. Mais ce qui interpelle aujourd'hui, c'est ce monde dans lequel nous vivons. Des jeunes à qui on ne fait pas forcément confiance alors qu'ils sont notre avenir. Il faut leur donner la possibilité, d'être pourvus par les idéaux, par la richesse de notre pays, la diversité de notre culture, etc., la richesse, et d'un autre côté nos anciens. Parce que nos anciens, quelque part, ils sont ceux qui ont des choses encore à livrer, et il ne faut plus qu'il y ait cette cassure entre les jeunes et les vieux, et cette dictature, entre guillemets gentils, des quadras, qui ont du mal à faire confiance à ces jeunes et qui ont du mal à se relier avec ces anciens. On dit qu'on est vieux à 50 ans dans l'emploi, 65 ans on est des jeunes retraités, genre des jeunes qui consomment. C'est un peu embarrassant. Il faudrait peut-être lier cette population autour d'un objectif commun, d'un humanisme, quelque chose de plus grand. Un dernier mot, Laurence Vanin, sur Saint-Exupéry. Je sais que vous aimez beaucoup cet auteur et donc les internautes peuvent voir un de vos livres. Quelques mots sur Saint-Exupéry. Est-ce qu'il y a de la confiance dans la vie de cet auteur? Est-ce qu'il y a quelque chose à retenir, particulièrement par rapport à la thématique des rencontres de Cannes? Écoutez, on est dans l'actualité. Le 13 décembre, hommage national rendu à Saint-Exupéry, quelque chose d'extraordinaire, parce que c'était un pilote de l'engagement, d'abord pour la TECOER, extraordinaire. Il a voulu relier les continents par des postiers, par des courriers. Donc c'était un peu un postier volant, comme disaient certains, qui étaient dans le côté péjoratif de ce qu'il était, alors que c'était un homme d'action, un homme de valeur, un homme de rigueur. Il disait « je serai à moi-même mon propre témoin », ce qui est quand même assez fabuleux. Et lui, son idée, c'était que les hommes pouvaient grandir à eux-mêmes, à une humanité, et son Petit Prince renferme des richesses extraordinaires. Non seulement on peut marcher vers un puits en plein désert pour unir la cohésion des hommes, c'est le grand caïd dans Citadelle qui relie le politique, mais en même temps, chez nous, on peut marcher vers une fontaine ou se rapprocher auprès d'un coin du feu, auprès de l'âtre, pour créer justement de liens, religuer les hommes, de la confiance, de la valeur. Et l'horizon de notre avenir, c'est ces belles valeurs qui nous feront tendre vers un objectif commun. Et dans cet objectif commun, même si on marche seul, on va se retrouver. Et c'est peut-être le message optimiste de Saint-Exupéry. Et c'est aussi le mien, je l'avoue. Merci beaucoup, Laurence Vanin. Je Merci rappelle que vous êtes philosophe, professeur d'Université de Toulon et auteur d'un certain nombre d'ouvrages, dont notamment Les Aventures du Moi, que vous voyez ici. Merci beaucoup d'être venu, d'être descendu de la table ronde ici aux Rencontres de Cannes. Merci à vous, c'est un plaisir.